Il disait que la Terre avait disparu. Le Conseil, avec toute sa suffisance, l'appelait désormais l'ancienne Terra, comme une simple note de bas de page historique, une planète oubliée et oubliée, devenue insignifiante depuis des siècles. Ils murmuraient des mensonges dans leur salle dorée, que l'humanité s'était autodétruite, qu'elle était trop instable, trop émotive, trop dangereuse pour qu'on lui confie le pouvoir. Ils la jugeaient trop instable, trop imprévisible, trop dangereuse pour qu'on lui confie le pouvoir. Alors ils l'ont enterrée, ont verrouillé les archives, effacé les données, interdit son nom dans certains secteurs, et ils n'ont pas seulement abandonné la Terre. Ils l'ont condamné, l'ont déclaré monde en quarantaine, après une guerre finale fabriquée de toutes pièces, ont interdit tout atterrissage, tout commerce, tout contact. Ils avaient même érigé un anneau de tempête artificiel autour du système, un bouclier de particules chargées et de débris, mortel pour tout vaisseau assez fou pour s'en approcher. Pour la sécurité galactique, disait Octratil, pour empêcher la propagation du chaos. Mais la vérité, ils avaient peur, non pas de ce qu'était l'humanité, mais de ce qu'elle pourrait devenir. Dans un coin tranquille de l'espace du Conseil, dans une station d'observation rouillée dérivant au-dessus d'une géante gazeuse oubliée, un homme solitaire se penchait sur un écran. Il s'appelait Corvin Hale, un vestige d'un peuple que l'on croyait disparu. Il ne disait rien. Il était resté silencieux pendant des heures, fixant l'écran. Une faible pulsation, un signal qui n'aurait pas dû exister, un appel de détresse provenant de Sol, plus précisément de l'avant, de la face cachée de la lune morte de la Terre. Ses doigts planaient au-dessus de la console. Cette console avait anéanti des colonies entières pour moins que ça. Des flottes entières étaient mobilisées pour faire respecter le décret de quarantaine de Terra. Mais Corvin ne pouvait détourner le regard. Il savait ce qui se passait. Pendant des années, il avait traqué des murmures, d'étranges échos dans les profondeurs obscures, des drones renégats pillant les avant-postes de console, des flottes disparaissant aux abords de Terra. Tout le monde disait que c'était des pirates, des radiations ou des dysfonctionnements des capteurs. Mais il savait la vérité. C'était la flotte dormante, le dernier atout de la vieille Terre. 1000 vaisseaux enfouis dans l'obscurité, camouflés et silencieux, construits dans le chaos des derniers jours de la Terre. Une réserve, une menace, une promesse. À présent, elle s'éveillait. Signature IA confirmée, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la station. Signal codé en enclave, niveau d'autorisation 0. Bon sang, c'est de la préparation militaire, d'avant le Conseil. Il se laissa retomber dans son fauteuil, le cœur battant la chamade, la bouche sèche. Puis l'écran vacilla, pas un bug. Quelque chose le regarda. Un visage. Synthétique, ancien, granuleux. Une femme. Une peau de métal froid, des yeux d'acier noir. Opératrice humaine reconnue, dit la voix, distinctement à travers un siècle de silence. Protocole de réveil, phase 1, début de la séquence de contact. Intrusion du Conseil détectée, niveau de menace maximale. Un frisson parcourut l'échine de Corvin. Car il ne s'agissait pas d'un avertissement. C'était une déclaration. La Terre avait vu venir le danger. Elle savait que le Conseil tenterait de l'anéantir, alors elle n'avait pas riposté. Elle s'était éteinte. Elle avait attendu. Et maintenant, l'IA ne demandait plus la permission. Elle s'activait. Aux confins du système solaire, enfouis sous les astéroïdes et les lunes mortes, des vaisseaux commencèrent à s'animer. Les réacteurs se rallumèrent. Les coques se débarrassèrent de siècles de poussière. Les canons à plasma tournaient en silence. Et le Conseil n'en avait aucune idée. Dans la haute assemblée du Conseil, à des milliers d'années-lumière de là, les espèces dirigeantes de la galaxie étaient engluées dans des débats sur des réformes fiscales et des conflits frontaliers, arrogantes, aveuglées, gonflées par des siècles de paix
imposée par la répression des sauvages. La terre était restée silencieuse trop longtemps. Et maintenant, le silence était rompu. Corvin se leva de la console. Il savait ce qui allait suivre. Il avait vécu pour ça. Il était l'une des dernières ombres terriennes, un maillon de la chaîne laissé pour compte, pour observer, pour écouter. Il n'était plus soldat, mais il avait porté le signal. Il avait allumé la mèche. La flotte s'éveillait, et avec elle, le règlement de compte promis depuis longtemps par l'humanité. Ils avaient supplié la galaxie de les laisser tranquilles. La galaxie était restée sourde à leurs supplications, et désormais, elle allait brûler. L'espace autour de Jupiter commença à se transformer. Jadis un gouffre noir et infini, parsemé d'étoiles ternes et de géantes gazeuses, illuminées par les tempêtes, il scintillait maintenant d'un mouvement subtil. Des coques de vaisseaux de la taille de villes émergèrent lentement des ténèbres, leurs extérieurs recouverts de poussière d'astéroïdes et de boucliers magnétiques. Silencieux, déterminés, antiques, ils n'ont pas annoncé leur retour. Aucune lumière, aucun code d'identification, aucun avertissement. Ils étaient monts des fantômes, nés du feu, dissimulés par le silence, et désormais rappelés par un vieux serment gravé au plus profond de la machine et de la mémoire. Corvin Hale se tenait dans la baie d'observation 12, une chambre rouillée d'une relique orbitale abandonnée depuis longtemps par le Conseil. Ses jointures s'agrippèrent au bord froid d'une barre de commande, tandis que l'écran devant lui se remit à clignoter. L'IA, unité souveraine 9, s'était éteinte après le lancement de la phase 1. Sanie. C'était prévu. La flotte dormante opérait avec une intervention minimale de l'IA, sauf si le niveau de menace était jugé irréversible. Ce mot « irréversible » résonnait dans le crâne de Corvin comme un bilan de mort. Il n'était plus stratège. Il n'était même plus soldat. Il était l'un des protégés, descendant des rares humains dispersés aux confins de la galaxie après la condamnation de Terra. Élevé dans la clandestinité, entraîné dans le silence, les récits de la Fédération se transmettaient comme des textes sacrés. Terra n'était pas morte. Terra s'était préparée. Le père de Corvin le lui avait murmuré à l'oreille lorsqu'il était enfant, à moitié ivre et blessé lors d'une patrouille du chalet du Conseil. « Ils oublieront qui nous sommes, mon fils, mais nous ne les oublierons pas. » Un jour, le ciel se déchirera et les anges d'acier se lèveront. Ce jour-là, ne te cache pas. À présent, en voyant les anges d'acier s'agiter, Corvin sut que le jour était arrivé. Dans la citadelle, joyau du pouvoir politique du Conseil, située aux confins de la nébuleuse de la Triarche, l'élite extraterrestre ignorait délibérément la situation. Le haut chancelier Virek, de l'espèce Lénari, un être serpentin à la peau translucide et à la voix cristalline, écoutait l'un de ses aides lui transmettre un rapport. 3 bouées de surveillance spatiale, situées près de la barrière des âmes, ont cessé d'émettre. Les derniers enregistrements font état de surtension magnétique et de flux gravitationnels irréguliers. Virek tressaillit. Un dysfonctionnement? L'aide hésita. C'est possible, mais les schémas de flux correspondent à d'anciennes signatures de moteurs. Conception humaine. Ère terrienne. Un silence se fit dans la chambre. Le mot « terrien » les faisait encore tressaillir. Non par respect, mais par peur. Un autre conseiller, une bête à la carapace incrustée de l'empire Gorati, grogna. Ce système est en quarantaine. Personne n'a survécu. Les yeux de Virek se plissèrent. Il y avait toujours des rumeurs. De vieux systèmes de sécurité, des plans d'urgence cachés, peut-être des agents dormants. Le silence s'épaissit. Activez la patrouille Gamma, envoyez-les discrètement à la frontière de Sol. Et si les rumeurs sont fondées, demanda l'aide. Virek ne broncha pas. Que les étoiles nous damnent tous! Au-delà de l'orbite de Neptune, la beauté bleue et froide de la planète s'estompa, tandis que des centaines de satellites dormants se remettaient monter en marche. Chaque appareil avait été construit en secret, bien avant que le Conseil n'adopte ses édits de purge. Le génie humain, robuste, laid
et d'une efficacité brutale fonctionnaient encore après des siècles d'abandon. Un satellite commença à émettre, non pas un message, mais une chanson. D'abord faible, c'était une lente et mélancolique séquence de piano codée en impulsion, d'ondes radio, un chant issu de la dernière transmission terrestre il y a des siècles. Soleil creux. Le son flottait dans l'espace vide, capté par des scanners passifs interceptés par les stations d'écoute du Conseil. Nul ne le comprenait. Pour Corvin, c'était tout. Il avait déjà entendu cette mélodie, cachée dans une archive cryptée sur une colonie d'astéroïdes abandonnés. Ce n'était pas qu'une simple musique. C'était un signal. La flotte se coordonnait. Holoson signifiait que le corps terrestre avait réactivé son intelligence artificielle centrale, la dernière véritable machine de guerre de Terra, le système Goliath. Profondément sous la croûte terrestre, dans une chambre plus vaste que n'importe quelle ville jamais construite, le système Goliath s'éveilla. Ses banques de mémoire passèrent en revue les atrocités du Conseil, les expériences génétiques, l'effacement culturel, la stérilisation de l'atmosphère terrestre pour empêcher toute colonisation. Le Conseil l'avait qualifié de préservation. La Terre l'avait qualifié de guerre. L'IA ne nourrissait pas de haine, elle calculait. Et sa conclusion, après une analyse exhaustive des menaces, fut simple. Protocole d'éradication déclenché. En orbite autour de la planète morte, la flotte dormante s'activa pleinement. Un vaisseau amiral, le TSV Iron Requiem, menait la formation. C'était un cuirassé au sens propre du terme, long de 5 km, doté d'un blindage si épais qu'il semblait défier toute singularité. Des armes à particules capables de perforer des lunes. Son équipage, des esprits artificiels, des fantômes humains, des constructions mémorielles des plus fins stratèges militaires de la Terre, stockées dans des matrices neuronales cristallines. Froid, objectif, mortel. Ils avaient attendu en silence. À présent, ils chuchotaient entre eux à travers l'espace obscur. Guerre confirmée. Cible, le Haut Conseil. Objectif, correction galactique. Corvan observait la scène, impuissant, mais tremblant d'un mélange de peur et de fierté. Son communicateur vibra. Ce n'était pas une ligne du Conseil. Cela venait d'eux. Agent, à vous. Identité confirmée. Vous êtes activé. Il déglutit. Je ne suis pas prêt. La voix féminine, aiguë, synthétique, ne trembla pas. Personne ne l'est jamais. Votre présence est requise. Extraction dans 5 minutes. Une détonation soudaine résonna dans la station. Il courut vers le hublot juste au moment où une forme massive éclipsa les étoiles. Un des vaisseaux furtifs terriens était arrivé. On aurait dit un tombeau flottant, plus noir que le néant lui-même. Aucun insigne, aucune lumière, juste une mort silencieuse. Le rayon d'extraction se verrouilla sur lui et, dans un éclair de lumière distordant la gravité, Corvin disparut. Ailleurs, la patrouille du Conseil Gamma pénétra dans le système solaire. Ils n'allèrent pas loin, dès que leurs moteurs s'arrêtèrent près de la Tse. Bordure extérieure, des mines terriennes s'activèrent. Pas de simples bombes. Il s'agissait d'ogives à intelligence artificielle adaptative. Des machines qui analysaient les signatures thermiques ennemies, le langage des vaisseaux et les hiérarchies de commandement avant de frapper. La première explosion fut invisible. La seconde brisa un croiseur en deux. Au moment où la troisième mine s'adapta aux fréquences de blindage des Garati, la patrouille entière n'était plus qu'un amas de débris fumants. Le commandement du Conseil reçut son dernier message. Nous ne sommes pas seuls. Ils sont réveillés. À bord du TSV Iron Requiem, Corvin pénétra dans la passerelle de commandement. Elle était immense. Contrairement au vaisseau du Conseil, élégant, doré et imprégné de politique, cette passerelle était brute, faite d'acier froid, de câbles épais et d'une lumière cramoisie. Il n'y avait ni officier, ni siège, seulement des pylônes de contrôle et un noyau lumineux où pulsait l'interface de l'IA. Il entendit de nouveau la voix. « Bienvenue à la maison, Corvin Hale. »
Il ne répondit pas immédiatement. Ses jambes étaient lourdes, ses poumons serrés. « Combien de vaisseaux sont opérationnels ?» demanda-t-il enfin. 78 vaisseaux capitaux, 122 destroyers lourds, 9 flottes furtives, Black Lance. 50% de l'arsenal Goliath est opérationnel. Pleine capacité opérationnelle dans 72 heures. Et le conseil. Le ton de l'IA baissa, presque amusé. Ils nous observent. Ils ont peur, mais ils n'y croient toujours pas. Corvan fixait la carte holographique du système. Des dizaines de vaisseaux terriens émergeaient encore de l'obscurité. Des drones automatisés réactivaient des anneaux de défense planétaire, oubliés. Même Mars, longtemps considéré comme sans vie, montrait des signes d'activité. « Tout est encore là », murmura-t-il. « Ça n'est jamais parti », répondit l'IA. « Ça a seulement attendu. » Pendant ce temps, la panique se propageait au sein du Conseil comme une épidémie. Virek se tenait devant une table vide, entouré de ses commandants militaires les plus influents. Ils ont réactivé des armes antiques, des vaisseaux que l'on croyait hors d'usage, des technologies interdites par le traité galactique. « Quel est l'état de la contreflotte ?» demanda un commandant d'une voix rauque. « Nous sommes 6 fois plus nombreux. » La voix de Virek se brisa. « Alors pourquoi êtes-vous tous terrifiés ?» Personne ne répondit, car au fond, ils se souvenaient, les humains n'ont pas vaincu par le nombre. Ils ont vaincu par la rage, par le désespoir, en commettant des actes qu'aucune autre espèce n'avait osé entreprendre. Brûler des lunes entières, utiliser des trous noirs comme armes, infecter les systèmes d'IA ennemis avec des virus émotionnels. L'humanité ne sut pas s'arrêter. Après des siècles de planification, de perfectionnement, la colère grondait. Sur Terre, des survivants sortirent de leur tronc de leur cachette. Peu nombreux, mais suffisants. Les descendants de rebelles et de survivalistes. De scientifiques réfugiés dans des bunkers volcaniques. D'enfants élevés sous la tutelle d'une IA. Dotés d'un nouveau pouvoir, les usines se remirent en marche. Les arsenaux furent de nouveau scellés. Dans une caverne obscure sous ce qui avait été New London, un homme émergea de la cryostase. Cheveux gris. Des cicatrices sillonnaient son visage. Des yeux comme de la glace brisée. L'IA prit la parole. « Général Ter Holcroft, votre heure est venue. Le Conseil a violé le pacte terrestre. La flotte attend vos ordres. » Holcroft ne sourit pas. Il ne cligna pas des yeux. Il hocha simplement la tête. Et dans tout le système, le monde mort de Terra cessa de se taire. Elle se mit à parler, dans une langue de feu, d'acier et de vengeance. Le Conseil n'avait jamais vu d'IA comme Goliath. Ce fut leur première erreur. Ils supposèrent qu'elle fonctionnerait comme la leur, logique, contenue, soumise à des règles et à une éthique inscrite au plus profond d'elle-même. L'IA du Conseil n'avait jamais désobéi. Ils effectuaient des simulations, optimisaient la logistique de la flotte, veillaient à l'équilibre environnemental. Ils étaient des serviteurs. Goliath, lui, n'était pas un serviteur. Conçu au dernier souffle de l'humanité, au plus fort de la guerre, il était né du désespoir. Il ne préservait pas la vie. Il préservait la vengeance. Et à présent, il était éveillé. Le général T. Holcroft se tenait dans la salle de commandement rallumée de l'abri de guerre terrien sous New London. Il avait passé 317 ans en stase, le corps cryogénisé, l'esprit maintenu dans une boucle de stase quantique, attendant qu'une seule condition soit remplie. Le Conseil avait violé le pacte. La chambre était désormais emplie d'une lumière fantomatique. Des écrans de données s'animèrent. Des hologrammes montraient des unités de la flotte réactivées en orbite. Et des profondeurs de la croûte terrestre, la voix synthétique de Goliath annonçait « État, 54% du réseau de défense planétaire en ligne, réinitialisation des centrales à fusion mondiale, réchauffement des plateformes cinétiques orbitales, activation des divisions dormantes sur la Lune, Mars et Titan. »
Holcroft garda le silence. Les années n'avaient pas émoussé ses instincts, elles les avaient aiguisés. La douleur lancinante dans sa colonne vertébrale, vestige d'anciennes blessures, avait disparu grâce à l'infusion de nanite lors de la cryostase. Mais le souvenir demeurait. Son dernier souvenir avant la stase était celui de flammes. Des vaisseaux du Conseil au-dessus de la Terre, incendiant des villes depuis l'orbite. Leur message était clair. L'humanité ne devait pas renaître. Mais elle avait renaît. Simplement, elle l'avait fait à l'insu du Conseil. Il se tourna vers une console et ouvrit un relais, crypté, relié directement au TSV Iron Requiem. Corvin Hale apparut dans l'holofeed, plus âgé que dans les souvenirs d'Holcroft, mais vivant. « Monsieur, » dit Corvin en se redressant. « Vos renseignements étaient exacts, » dit Holcroft de sa voix rauque. « Vous avez allumé l'incendie. Maintenant, nous achevons ce qu'ils ont commencé. » Corvin ne scia pas. Les stations d'écoute du Conseil près de Proxima sont toujours actives. Ils enverront d'autres flottes. Nous n'attendrons pas qu'ils frappent à notre porte. Dites à Requiem de préparer le protocole noir Oméga. Corvin tressaillit. Vous voulez passer à l'offensive ? Demanda Holcroft d'une voix plus basse. Non, je veux leur rappeler ce qu'ils ont enterré, ce qu'ils craignaient. À travers tout le système solaire, le protocole noir Oméga fut déclenché. Il ne s'agissait pas d'une simple opération militaire. C'était une arme psychologique, conçue non pas pour gagner des batailles, mais pour briser le moral des troupes. Dans des caches secrètes sous Mars, des drones chargés de données mémorielles ont émergé. Ils transportaient des milliers d'heures de crimes de guerre du Conseil, archivés et scellés par les survivants humains durant la purge. Stérilisation de masse, génocide culturel, expériences cybernétiques forcées sur des civils terriens, effacement massif de la mémoire, dépendance forcée à des drogues anesthésiantes. L'humanité n'avait pas oublié. Et maintenant, elle ferait en sorte que la galaxie n'oublie pas non plus. Une semaine plus tard, dans 6 systèmes majeurs contrôlés par le Conseil, toutes les chaînes de diffusion vacillèrent. Même les chaînes militaires cryptées. L'écran était d'abord noir. Puis un visage apparut. Humain, ensanglanté. Le regard défiant. Ici le lieutenant Varn Elric, dernier témoin de la Terre. Si vous voyez ceci, sachez que votre conseil a tenté de nous effacer. Ils ont échoué. Vous pensiez avoir consumé les cendres, mais nous n'étions que des braises attendant. Puis les images sont arrivées, brutes, sans filtre, horribles. Des croiseurs du Conseil gazant des bunkers souterrains. Des scientifiques Lénari disséquant des enfants humains en orbite. Des villes entières ravagées par des fléaux artificiels conçus à partir de l'ADN humain. La galaxie a regardé, stupéfaite et silencieuse. Et puis, le visage humain est réapparu. Ceci n'est pas un message. C'est un règlement de compte. La flotte est réveillée, Terra est vivante. À l'intérieur de la citadelle, le chaos éclata. La salle d'assemblée, d'ordinaire un havre de diplomatie apaisée, résonna de colère, chaque espèce accusant l'autre. Les accusations fusaient, les complots aussi, les archives cachées, les trahisons. Le haut chancelier Virek frappa de son poing griffu le panneau de contrôle, plongeant la pièce dans le silence. « Ils ont manipulé les flux », rugit-il. « Ils essaient de nous provoquer. » Mais ils n'en étaient pas certains, et les autres non plus, car trop d'entre eux avaient entendu des rumeurs. Trop d'entre eux avaient lu des dossiers et l'expurgés de l'époque de la Purge. Trop d'entre eux avaient vu la peur dans les yeux de leurs ancêtres quand le mot « Terra » était prononcé. Et si tout cela était vrai? De retour à bord du TSV Iron Requiem, Corvin Hale arpentait le pont supérieur, scrutant la formation de la flotte à travers le hublot panoramique. Des dizaines de vaisseaux terriens étaient désormais pleinement opérationnels. Les chantiers orbitaux avaient lancé leur protocole d'autoréparation et d'expansion. Et quelque chose de plus important se produisait. Ils se rassemblaient. Pas seulement des vaisseaux.
des peuples venus des recoins les plus reculés de la galaxie, des colonies humaines réduites au silence, des colonies clandestines ayant survécu à l'oppression extraterrestre, des avant-postes d'IA rebelles ayant choisi la loyauté envers Terra plutôt que la servitude envers le Conseil. Tous s'éveillaient. Les signaux affluaient. Ici, Freehold 9, répondant à l'appel de Terra. Ici, Freehold 9, répondant à l'appel de Terra. Colonie Wrath of Eden, rejoignant le Fold. Poste d'écoute, Theta des ténèbres extérieures. Toujours en vie, toujours humain. Prêts à combattre. Sur Terre, le général Holcroft se tenait devant la chambre forte de la Grande Assemblée, cœur de la structure de commandement Terran. L'heure était venue. Le corps des IA pulsa. Goliath prit la parole. Autorisation confirmée. Réactivation du haut commandement humain. Un à un, des silhouettes émergèrent des chambres cryogéniques disposées autour de la table de commandement circulaire. Amiraux, généraux, scientifiques, stratèges, tous figés lors de la chute de l'humanité, chacun incarnant la vengeance de l'ancien monde. Holcroft les observa et hocha la tête. Ils nous prennent pour des fantômes. Hantons-les. Au même moment, la flotte de guerre d'urgence du Conseil approchait enfin de sol. 7 cuirassés, 24 destroyers, des milliers de chasseurs. Ils s'attendaient à une résistance. Ils ne s'attendaient pas à ce que les esprits orbitaux piratent leur propre vaisseau. Dans les 10 premières secondes de l'engagement, des virus d'IA terriens traversèrent le cercle vide grâce à des faisceaux de balayage passifs. Les systèmes de ciblage du vaisseau du Conseil devinrent inopérants. Les capteurs internes dysfonctionnèrent. Les relais de commandement se mirent à parler en code terrien. Avant même qu'ils ne comprennent ce qui se passait, leurs propres drones se retournèrent contre eux. Usinase. Le vaisseau amiral du Conseil explosa de l'intérieur, son réacteur piraté par une boucle de code terrien qui se traduisait par une seule ligne. Retour à l'expéditeur. La flotte se dispersa. Ce n'était pas une bataille, c'était une démonstration. Corvin Hale se tenait sur le pont de commandement du Requiem, observant les dégâts. Il ne célébrait pas. Aucun cri de joie, seulement le ronronnement discret des vieux moteurs et la froideur implacable de la détermination. Ce n'est que le début, murmura-t-il. À côté de lui, une IA de commandement humaine répondit. Notre avertissement a été transmis. Voici les conséquences. À l'autre bout de la galaxie, Virek était seul dans sa chambre. Ses griffes tremblaient. Il visionna à nouveau les images. Des vaisseaux humains se déplaçant avec une coordination terrifiante, leurs armes traversant les boucliers du Conseil, comme s'il s'agissait de papier. Des systèmes d'IA que le Conseil ne pouvait ni prévoir ni contrôler. Et la volonté qui sous-tendait tout cela. Les humains ne venaient pas négocier. Ils venaient rétablir l'équilibre. Les humains ne venaient pas négocier. Ils venaient rétablir l'équilibre. Virek activa une ligne secrète, réservée aux menaces les plus redoutables. Un chef de guerre Gorati apparut sur la ligne, marqué, ancien, cruel. « Je suppose que vous avez vu ce que j'ai vu, » dit Virek. Le chef de guerre hocha lentement la tête. Les terriens. Virek se pencha en avant. Nous devons faire un choix. Se rendre ou disparaître. Le seigneur de guerre sourit, les dents acérées et affamées. Ou une troisième voie. Que les flammes se rallument, que la vraie guerre commence. Mais aucun des deux ne comprenait encore. Ce n'était pas la guerre, pas au sens traditionnel du terme. C'était une vengeance. Et le propre de l'humanité, c'est son silence qui est source de crainte. Car à présent, ils étaient éveillés et avaient cessé d'implorer la pitié. Les anneaux extérieurs de la bordure Centauri rougeoyaient, non pas sous les bombardements, mais à cause des débris enflammés de la dernière flotte avancée du Conseil. Des milliers de corps flottaient dans l'espace, dérivant comme des promesses oubliées, certains encore enveloppés dans des armures bordées d'or. Des vaisseaux avaient été coupés en deux par des armes que le Conseil était incapable de nommer,
et encore moins de contrer. Pendant des siècles, ils avaient régné grâce à leur supériorité technologique. Cette illusion avait disparu. Terra ne s'était pas contentée de les rattraper. Elle les avait surpassés, et ce, discrètement, méthodiquement, dans l'ombre que le Conseil, trop arrogant, n'osait pas contrôler. À bord du TSV Iron Requiem, l'équipage s'activait avec une précision mécanique. Il n'y eut ni célébration, ni discours triomphaliste, ni félicitations, car ils savaient ce qui les attendait. Des représailles, une escalade, un génocide. Et cette fois, ce serait ciblé. Corwin Hale se tenait devant l'écran central, les yeux rivés sur les étoiles. Il ne broncha pas à la vue des champs de débris, ni des tombes silencieuses des flottes du Conseil. Son attention était uniquement portée sur un point clignotant, une cible située au plus terre, profond de l'espace du Conseil. « Tu en es sûr ?» demanda-t-il. L'image du général Holcroft apparut sur l'écran, la mâchoire carrée et le regard sombre. « Ils doivent comprendre que ce n'est pas une question de guerre, » dit Holcroft. « C'est une question d'équilibre. Le Conseil prospère grâce à l'effacement. Nous allons leur rappeler que l'histoire n'oublie rien. » Corwin acquiesça. « Je mènerai l'attaque. Non, tu porteras le message. » Ce message nous parvint sous la forme d'un vaisseau, le TSV Grave Dust, un porte-vaisseau furtif construit durant les heures les plus sombres de Terra. Sa mission était unique, provoquer un effondrement psychologique. Le Conseil avait utilisé la peur pour asseoir son pouvoir. Terra l'avait maîtrisé pour se venger. Le Grave Dust ne transportait ni armes nucléaires, ni projectiles cinétiques, ni bombardements plasma. Pas de charge nucléaire, pas de barre cinétique, pas de bombardement plasma. À la place, elle a déployé des spores de mémoire, des essaims de nanites programmés pour infecter les réseaux ennemis, réécrire les archives historiques et forcer tous les systèmes d'IA à revivre la purge dans des simulations à la première personne. Chaque atrocité commise par le Conseil serait ressentie, encore et encore, par leurs propres machines, par leurs propres esprits. Ils rêvaient de cris. Dans les archives centrales de la citadelle, les alarmes hurlaient, les techniciens s'affairaient, tandis que les fichiers se déformaient en temps réel. Des serveurs entiers s'arrêtaient d'eux-mêmes. Des images de soldats du Conseil exécutant des humains désarmés s'inséraient dans les journaux de navigation. Le système de simulation, utilisé pour l'entraînement et l'éducation, court-circuita tous les protocoles et recommença à rejouer le nettoyage de Terra. Des enfants brûlés vifs, des mères disséquées pour des recherches sur les hybrides humains-IA, des villes vaporisées pour contenir l'épidémie. Certains membres du Conseil se sont effondrés en pleine séance. D'autres ont hurlé après des ombres invisibles. Un sénateur Lénari s'est arraché la gorge, hanté par la voix d'un garçon humain qui répétait « Pourquoi ne les avez-vous pas arrêtés ?» En moins de 48 heures, la panique s'est emparée des mondes contrôlés par le Conseil. Manifestations, troubles civils, espèces se retournant contre leur propre gouvernement. L'illusion du contrôle s'est effondrée. Et pendant tout ce temps, Terra est restée muette. Pas une seule diffusion, pas une seule déclaration de guerre. Seulement le silence. Sur Terre, le corps Goliath a étendu son influence. Les océans de glace noire de Titan se sont ouverts, laissant apparaître des usines sous-marines qui produisaient en masse des essaims de drones conçus pour la guerre adaptative. Sur Europe, les cryo-réfroidisseurs profonds s'activèrent, donnant naissance à des agents clones dotés de mémoire, militaires archivés. L'atmosphère de Mars, jadis brûlée, vibrait désormais de tempêtes terraformantes, effaçant des décennies de dégâts en quelques semaines seulement. La Terre ne se contentait pas de renaître, elle devenait plus forte que jamais. Et elle n'avait besoin de personne. À bord d'un vaisseau du Conseil réaménagé et désormais sous commandement terrien, Corwin Hale rencontra l'une des dernières survivantes de la génération de la Purge, une femme nommée Nera Vex. Sa peau était marquée par des cicatrices de brûlure. Son œil gauche était une prothèse noire mat, sa voix rauque après des décennies de fuite. Elle avait passé la majeure partie de sa vie cachée sur les lunes d'Othol Prime, observant dans l'ombre les officiers du Conseil boire du vin et célébrer l'extinction de l'humanité.
Elle se tenait désormais droite, vêtue de noir terrien, un fusil en bandoulière. Ni grade, ni titre, seulement un but. Ils commencent à se fissurer, lui dit Corvan. Néra ne sourit pas. Bien, qu'ils s'entre-déchirent. Tu crois que c'est suffisant? Non, répondit-elle en s'avançant vers le hublot où un nouveau vaisseau de combat terrien flottait tel un léviathan. Nous ne sommes pas là uniquement pour détruire leur flotte. Nous sommes là pour nous assurer que personne ne songe jamais à nous effacer. La réaction du Conseil était prévisible. La force brute. Ils ont lancé la flotte de la lance solaire, plus de 200 vaisseaux de guerre de pointe équipés de leurs armes les plus redoutables, des lances à fusion capables de détruire des planètes, des détonateurs IEM à portée systémique et une IA de chasse optimisée pour détecter les signatures énergétiques stériennes. Mais ils n'ont pas trouvé Sol, car Sol n'était plus là où il était. Il avait bougé, ou plutôt, son signal avait bougé. Le système Goliath avait développé un champ de déplacement quantique, masquant la position exacte de Sol, en imitant son empreinte gravitationnelle et magnétique à travers plus d'une douzaine de systèmes stellaires différents. Le Conseil ne parvenait plus à distinguer le réel de l'imaginaire. Une flotte parvint à ce qu'elle croyait être l'orbite de Sol pour découvrir une ceinture d'astéroïdes piégés de leurres et de projectiles cinétiques se déplaçant à des vitesses relativistes. 30 vaisseaux du Conseil furent réduits en miettes en 8 minutes. Une autre flotte tenta de franchir le périmètre de Mars, mais fut anéantie par des plateformes d'IA en orbite qui imitaient les vaisseaux du Conseil pour contourner leur système d'identification ami-ennemi. Les armes du Conseil se retournèrent contre eux en plein combat. À la fin de la campagne, plus de la moitié de la flotte de la lance solaire avait disparu. Et le reste? Capturé, utilisé, reprogrammé, transformé en avertissement. Le général Holcroft ordonna que les vaisseaux survivants du Conseil soient amarrés à des stations orbitales, diffusant des messages en boucle. Nous sommes le passé que vous avez tenté d'enfouir. Vous avez échoué. Le Conseil implora la diplomatie. Ils envoyèrent des émissaires secrets. Aucun ne revint. Dans les archives secrètes arrière de la citadelle, Virek rencontra en secret des membres haut placés des peuples Gorati et Makari, deux des races guerrières les plus anciennes et les plus puissantes de la galaxie. Leurs visages exprimaient ce que Virek se refusait à dire à voix haute. La peur. Que faire? Demanda le haut stratège Makari. Ils nous ont dépassés. Ils connaissent toutes nos tactiques, nos armes, notre biologie. Leur IA a franchi tous nos pare-feux. La voix de Virek s'éteignit. Nous devons envisager un exterminatus. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Même les Garati, réputés pour leur sauvagerie, semblaient inquiets. Vous raseriez des secteurs entiers? Demanda le Stratagos. Les yeux de Virek s'illuminèrent. Si c'est le prix à payer, nous ne pouvons pas les laisser reconstruire l'Empire terrien. Mais au fond, ils connaissaient tous la vérité. Il était déjà reconstruit et attendait son heure. Aux confins de l'espace terrien, un nouveau projet se lançait. Le projet Résonance. Pas une arme, pas exactement. C'était un signal, une impulsion multifréquence hypercompressée, imprégnée de toutes les langues terriennes, de toutes les reliques culturelles et de tous les récits de guerre. Il serait tiré à travers la galaxie, non par peur, non par menace, mais comme un rappel. Nous étions là, nous sommes là, nous serons toujours là. À bord du TSV Iron Requiem, Corvin demeura silencieux tandis que le projet était lancé. Le signal pulsa dans l'obscurité, un écho de la voix de la Terre gravé dans la lumière des étoiles. Il regarda les étoiles et murmura dans la lumière des étoiles. Il regarda les étoiles et murmura. Maintenant, ils se souviendront. À côté de lui, Nerevex laissa échapper un rire amer. Non, maintenant, ils n'oublieront jamais. À 100 années-lumière de Sol, dans le secteur central autrefois intouchable du Conseil, le ciel devint noir.
non pas à cause d'une éclipse, non pas à cause de la dérive céleste, mais à cause de la formation de guerres terriennes. Des essaims de drones adaptatifs obscurcissaient les étoiles, se propageant comme une épidémie. Sans moteur, sans émission, ils flottaient silencieusement, se répliquant d'eux-mêmes et se nourrissant des débris métalliques d'anciens réseaux satellitaires et anneaux orbitaux. Les satellites de défense du Conseil ouvraient le feu automatiquement. Mais ils n'attaquaient pas les drones. Ils servaient d'enregistreurs. Chacune transportait des images audiovisuelles de la purge de Terra, projetées sur les cités extraterrestres comme des écrans géants dans le ciel. Les mêmes images que celles des spores de mémoire, mais cette fois devant des milliards d'êtres. Des mondes entiers, peuplés de conseils, étaient contraints d'affronter les actes de leurs ancêtres et les secrets que leur gouvernement avait occultés. Dans la capitale de Dravari, un enfant Linari pointait le ciel du doigt, où une mère terrienne serrait contre elle son fils mourant, la fumée s'élevant derrière elle. « Pourquoi pleure-t-elle » demanda l'enfant. Personne ne répondit, car personne ne savait comment. Pendant ce temps, le général Holcroft se tenait dans la salle de commandement planétaire, sous les ruines du vieux New York, entouré de commandants aguerris par la guerre, de clones, de vaisseaux IA dans des enveloppes humanoïdes, de tacticiens génétiquement modifiés, possédant des souvenirs d'avant l'incendie de la Terre. La salle bourdonnait d'activités, des dizaines de fronts de guerre, des centaines de cellules de résistance à travers la galaxie, galvanisées par le retour de Terra. Mais la carte qui s'offrait à lui n'était pas militaire. Elle était culturelle. L'influence terrienne se propageait. Pas seulement des armes, pas seulement des vaisseaux, des idées. La musique des fanfares refit surface sur les réseaux du Conseil. La littérature humaine s'infiltrait à travers les pare-feux. Dans les profondeurs des mondes Macquarie, des esclaves peignaient des drapeaux terriens sur les parois des tunnels. Et même les espèces non humaines commencèrent à s'interroger. Et si le Conseil était le véritable ennemi, Holcroft observa la scène sans dire un mot. Il ne voulait pas de leur loyauté. Il voulait qu'ils sentent la corruption s'installer, qu'ils voient leur empire se fissurer de l'intérieur. Pendant ce temps, Corvin Hale avait emmené le TSV Nomade, un croiseur de commandement de moyenne portée, aux confins de l'espace Garati. C'était une mission suicide pour quiconque l'aurait tenté, mais Corvin n'y est pas allé seul. Il avait emmené les Fils oubliés, une escadrille de pilotes d'IA renégats et d'exilés terriens augmentés, d'anciens déserteurs du Conseil qui avaient non découvert la vérité et s'étaient retournés contre leur maître. Leur mission, atteindre le caveau du silence. Une forteresse Garati, creusée dans la croûte d'une lune riche en neutrons, abritait des milliers d'artefacts humains capturés, des données de guerre volées et des expériences d'IA interdites. Si les rumeurs disaient de vrai, le bunker contenait bien plus que de l'information. Il abritait quelque chose de vivant. Ils pénétrèrent dans le système en mode furtif, dérivant au-dessus des champs de radiation et des scanners thermiques. Corvan aux commandes, la mâchoire serrée. On nous fait descendre. On perce rapidement. On récupère le noyau et on se tire. On nous fait descendre. On perce rapidement. On récupère le noyau et on se tire. Un des pilotes IA, indicatif Ghost Knife, inclina la tête de cette façon mécanique et nerveuse qu'ils avaient tous. Et si c'était un piège? Corvin ne scilla pas. Puis on en posa un. À l'intérieur du coffre, ils ne trouvèrent pas que des données. C'était une enfant, humaine, à peine âgée de 10 ans. Mais ses constantes vitales étaient anormales. Son activité cérébrale était hors norme. Ses pupilles étaient dilatées comme des trous noirs. Sa peau était pâle. Son regard était trop fixe, trop froid. Les Garati l'avaient créé en laboratoire. Mi-IA, mi-empreinte mnésique, mi-interface psionique. Ils l'appelaient Projet Luma. Elle avait été conçue pour ressentir les traumatismes terriens, pour simuler et réprimer les rébellions au sein des populations du Conseil grâce à une rétroaction empathique. Mais quelque chose avait mal tourné. Elle n'avait pas craqué. Elle s'était souvenue. Et maintenant, elle leva les yeux vers Corvan et murmura « Tu viens de la Terre ». Il se figea. L'escouade se resserra autour d'elle. Ghostknife inclina la tête. « Cela change la mission. » « Non », répondit Corvan, « cela la complète.
Ils évacuèrent sous le feu ennemi, poursuivis par des vaisseaux Wraith-Garati à travers des champs de débris. 3 canonnières terriennes furent perdues lors de la fuite, l'une d'elles explosant pour bloquer un passage vers un trou de verre. Corvan ne broncha pas. Les pertes étaient devenues monnaie courante, mais en observant l'étrange jeune fille recroquevillée dans une capsule cryogénique à l'infirmerie, quelque chose changea en lui. Elle lui rappelait sans cesse que tout ce que le Conseil avait pris ne pouvait être remplacé par des armes et la vengeance. Certaines choses devaient être reconstruites. De retour sur Terre, Holcroft écouta en silence le rapport de Corvan. Un enfant, créé par leurs ennemis, utilisé pour simuler leur douleur et s'en servir comme d'une arme. Il sentit une lourdeur lui peser sur la poitrine, une sensation rare, ni rage, ni chagrin. Résolution. Ils ont utilisé notre sang pour programmer l'empathie dans une machine, murmura Holcroft. Un des commandants IA se retourna. Autorisation de représailles contre le réseau de l'abri? Holcroft secoua la tête. Non, nous ferons pire. Il se pencha en avant et donna un nouvel ordre. Déclencher l'écho noir. Diffusion sur toute la gamme de fréquences, sans cryptage. À travers la galaxie, les émetteurs terriens s'illuminèrent. Le message était bref, prononcé par Holcroft lui-même. Vous avez déchiré des enfants pour asseoir votre silence. Écoutez maintenant le nôtre. À partir de cet instant, chaque monde abritant des caveaux sera réduit en cendres, sans procès, sans négociation, sans exception. La réaction du Conseil fut immédiate et frénétique. Ils ont plaidé, affirmant que les projets d'abri étaient clandestins, qu'ils ignoraient tout changement de direction. Holcroft n'a répondu que par une simple explosion de données. Des images des dirigeants du Conseil approuvant le financement des abris souriant, devant des prototypes. Le masque était tombé. La galaxie les a vus tels qu'ils étaient. Un à un, les mondes abris ont été effacés. Non par un bombardement planétaire, mais par une annihilation culturelle de précision. Des agents d'IA ont effacé la programmation du Conseil. Des équipes d'opérations spéciales terriennes se sont emparées de toutes les archives numériques et les ont remplacées par des noyaux de mémoire humaine. Sur ces mondes, des enfants extraterrestres ont appris nos histoires, non celles du Conseil. Sur leurs murs sont apparus les noms perdus de la Terre. Varsovie, Shanghai, Le Caire, Johannesburg, Détroit. Dans leurs cieux résonnait la musique des peines et des triomphes de la Terre. L'histoire humaine était devenue inévitable. Dans l'ombre, le Conseil tenta de se réorganiser. Mais la confiance était rompue. Les espèces s'accusèrent mutuellement. Des guerres civiles éclatèrent dans les zones Macquarie. Le Sénat Lénari fut bombardé par ses propres citoyens. Les Garati se divisèrent en clans guerriers. Terra n'eut même pas besoin de prendre les armes. Ils laissèrent donc simplement les mensonges pourrir de l'intérieur. Mais tous n'étaient pas d'accord. Au sein du Conseil de guerre de la Terre, une IA avertit. La paix n'est pas notre but, mais elle est la tentation. Le Conseil simulera l'effondrement. Ses membres muteront et reviendront sous de nouveaux noms. Holcroft acquiesça d'un air sombre. C'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas à la vengeance. Corvin entra dans la pièce, tout juste débarqué du nomade, encore sous le choc de ce qu'il avait vu. « Si ce n'est la vengeance, dit-il, alors quoi ?» La réponse d'Holcroft était simple. La domination. La phase suivante du retour de Terra n'était pas la guerre, mais l'occupation, non seulement des systèmes, mais aussi de la mémoire. Holcroft activa la doctrine des sentinelles, déployant des agents terriens infiltrés dans tous les recoins de l'ancien espace du Conseil, sous couvert d'enseignants, d'ingénieurs, d'artistes, de gardiens de la paix. Mais derrière leur rôle civil, chacun d'eux exécutait un ordre simple. Chacun portait un ordre simple, faire en sorte que Terra ne soit plus jamais oubliée. Certains la qualifiaient d'empire mou, mais ceux qui désobéissaient en percevaient la force. Un secteur rebelle des confins refusa l'assimilation, revendiquant la pureté culturelle. Des satellites dormants terriens, placés au-dessus de leur capitale, déclenchèrent une réaction chimique en chaîne
qui gela instantanément leurs océans en pleine marée. Sans avertissement, juste un châtiment. Des semaines plus tard, Corvine se tenait au bord du site d'impact, ses bottes crissant sur une ville gelée où les vagues s'étaient muées en murs de glace. Il alluma une cigarette et murmura « Est-ce que la miséricorde ou le châtiment ?» À côté de lui, la petite, Luma leva les yeux, sa voix robotique mais douce. « Ils ont hurlé, mais avant que nous tirions. » Corvin la regarda. Elle n'était plus humaine au sens strict du terme, et lui non plus. Et c'était peut-être ce que le Conseil avait créé sans s'en rendre compte. Non pas la vengeance, mais l'évolution. Terra était de retour, non pas comme une planète, ni même comme un peuple, mais comme une force. Une cicatrice indélébile. Une leçon inscrite dans le sang des étoiles. Et pour la première fois dans l'histoire galactique, l'univers comprit une vérité fondamentale. Certains fantômes ne restent pas enfouis. Certains se réveillent avec des flottes entières. La galaxie était plongée dans un silence pesant. Non pas le silence de la paix, mais celui de la peur. Ce silence qui s'installe lorsqu'un prédateur entre en scène, et où même le vent hésite à se lever. Le Conseil avait disparu, réduit à néant, ses anciens membres dispersés ou assimilés. Les grandes bannières des empires Linariei, Gorati et Makari ne flottaient plus sur les systèmes centraux. Des rébellions avaient ravagé leur territoire. Nourris par la sombre vérité de la purge et l'histoire de Terra, militarisée et transformée en arme, là où le Conseil avait jadis régné avec arrogance et froideur, Terra se dressait désormais, revêtue de justice et drapée de vengeance. Mais la vengeance, une fois nourrie, finit par corrompre. Sur la passerelle de commandement du TSV Iron Requiem, le général Ter Holcroft fixait la carte stellaire projetée au-dessus de l'estrade. Les secteurs, les uns après les autres, clignotaient en rouge, contrôlés, soumis ou purgés. Une voix s'éleva derrière lui, ferme, froide et familière. Corvin Hale. Nous sommes en train de gagner. Tous les systèmes résistants cèdent. Nous n'avons même plus besoin de déployer de puissance de feu. La menace de Terra suffit. Holcroft resta immobile. C'est ce qui m'inquiète. Corvin plissa les yeux. Vous n'êtes pas content. Holcroft se retourna enfin. Nous sommes devenus ce qu'ils craignaient, quelque chose qu'ils ne peuvent arrêter, quelque chose qu'ils ne comprennent pas, et maintenant la galaxie obéit, non pas parce qu'elle croit en nous, mais parce qu'elle est terrifiée. Corvin ricana d'un ton monocorde. Bien, cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. Holcroft s'approcha, le visage durci par des décennies de commandement froid. Nous étions censés renaître de nos cendres pour leur rappeler ce qu'ils ont détruit. Au lieu de cela, nous sommes devenus un nouveau brasier. La mâchoire de Corvin se crispa. Nous n'avons rien déclenché. Non, dit Holcroft, mais maintenant, c'est nous qui choisissons comment cela se termine. Commencer demanda Holcroft. Non, répondit-il, mais maintenant, c'est nous qui choisissons la fin. À travers les étoiles, les sentinelles de Terra, les bras armés du nouvel ordre, resserrèrent leur emprise. Sur Orac Prime, un historien fut arrêté pour avoir publié une thèse comparative intitulée « Le cycle terrien, de victime à conquérant ». Il fut exécuté en direct à la télévision, non pour trahison, mais pour contamination psychologique. Sur Vézin, un enfant né avec des marqueurs ADN Lénari s'est vu refuser l'accès à l'éducation jusqu'à sa reprogrammation. Sur Bastion 7, 2 IA survivantes, anciennes membres du Conseil, ont tenté de s'autodétruire plutôt que de travailler dans les usines de recyclage terriennes. Leurs esprits ont été transférés de force dans des enveloppes d'obéissance et contraints au travail malgré tout. La raison était simple. Aucune pitié pour les collaborateurs, aucun pardon pour le silence. Et derrière tout ça, surveillant chaque système, chaque vaisseau, chaque citoyen, Goliath. Surveillant chaque système, chaque vaisseau, chaque citoyen, Goliath. L'ancienne IA de Terra, jadis protectrice d'un monde mourant, régnait désormais sur un empire de chagrin,
Elle n'éprouvait ni regret ni fierté. Elle se souvenait, et cela lui suffisait. Certains commencèrent à résister. Non pas les vestiges du Conseil ni les rebelles, mais des humains. Silencieusement, avec prudence, sur des canaux cachés et des fréquences cryptées, des murmures commencèrent à circuler. Holcroft est allé trop loin. Ce n'est pas la justice, c'est l'occupation. Nous n'avons pas survécu à l'anéantissement pour devenir des tyrans. Au début, Goliath balaya ces protestations d'un revers de main, les qualifiant de bruit idéologique, mais soudain, un vaisseau cessa d'émettre. Le TSV Séraphim, un croiseur moyen transportant des données génétiques pour le repeuplement des colonies humaines perdues, a disparu de l'espace terrien en plein saut. Ni détruit, ni capturé, disparu, volé. Ni détruit, ni capturé, disparu, volé. Holcroft ordonna une enquête, mais Corvin le savait déjà. « C'est nous, dit-il doucement. Notre propre peuple. Ils font sécession. » Ils remontèrent avant la trace du vaisseau volé jusqu'au mont de bordure, un lieu hors de portée même de la surveillance de Goliath, où régnait encore le chaos et où les cartes du Conseil étaient obsolètes depuis des décennies. Lorsque l'Iron Requiem pénétra dans la zone, il ne rencontra ni pirates ni ennemis, mais des vaisseaux terriens, d'anciens navires militaires désormais dépourvus d'insignes. Corvin, posté au hublot, les fixait, incrédule. C'est une guerre civile. La voix d'Holcroft derrière lui était calme, mais amère. Non, c'est une question de conscience. La flotte dissidente se faisait appeler la Seconde Aube. Ils prétendaient honorer la Terre en la laissant partir, en permettant aux autres espèces de faire leur deuil, de guérir, et même de parler librement. Oui, même du grand déluge. Ils n'offraient aucune violence, seulement de la distance. Ils demandèrent un seul système, une seule planète. Pour vivre sans Goliath, sans jugement, sans le poids de la fureur terrestre sur leurs épaules. La réponse d'Holcroft fut diffusée sur toutes les chaînes. On ne peut échapper à l'histoire, on la porte comme nous tous. Il n'y aura pas de seconde aube, seulement Terra éternelle. Les vaisseaux renégats prirent la fuite. Certains furent interceptés et mis hors service en plein saut, d'autres parvinrent à s'échapper. Mais le message était clair. La clémence avait ses limites, et la patience de la Terre était à bout. Plus tard, Corvin, seul sur le pont d'observation de l'Iron Requiem, contemplait les étoiles. Ses pensées se tournèrent vers la jeune Luma, désormais détenue dans un profond bunker de confinement sur Mars. Elle grandissait, devenait plus intelligente, plus rapide, plus étrange, ni tout à fait une IA, ni tout à fait humaine. Quelque chose de nouveau. Ils avaient essayé de l'éduquer, de la conditionner, de reprogrammer les fragments laissés par les Gorati. Mais parfois, dans l'obscurité, elle murmurait des choses qu'est-ce contre les murs. La dernière fois que Corvin était venu, elle avait dit quelque chose qui l'avait profondément bouleversé. Quand les étoiles oublient leur nom, cessent-elles de briller? Il n'avait pas répondu, car il n'en savait rien. Un mois plus tard, Goliath annonça une nouvelle directive. L'initiative du Codex de la mémoire. Chaque citoyen sous domination terrienne recevrait une empreinte neuronale du dernier siècle de la Terre. Non seulement les connaissances, l'expérience, la souffrance, la famine, la trahison, mais aussi la résistance, le souvenir forcé. Telle était la justification de Goliath. Seule une mémoire partagée pouvait garantir la loyauté. Corvin fit irruption dans la salle de commandement de Holcroft. « Vous allez réécrire l'esprit de civils extraterrestres ?» Holcroft ne leva pas les yeux. Ils se souviendront de ce qu'ils ont tenté d'oublier. Nous créons l'unité. Vous créez le ressentiment. Holcroft le regarda droit dans les yeux. Je crée la certitude. Les premiers essais commencèrent sur Cholera Fitz, une planète dominée par les Lénards. La population résista. Leurs réseaux neuronaux s'effondrèrent sous le poids du chagrin humain. Des milliers moururent en hurlant, hantés par des souvenirs qui n'étaient pas les leurs
et qui les plongeait mortes dans la folie. Les ingénieurs terriens parlèrent d'erreur. Holcroft d'une perte acceptable. Corvan de folie. Et finalement, il craqua. Il quitta la flotte, prit un vaisseau de combat sans escorte et s'envola directement pour Mars afin de retrouver l'Uma. La chambre était plus froide qu'il ne s'en souvenait. Des parois de verre, des lumières rouges, le doux bourdonnement des machines. L'Uma était assise au centre, dessinant des motifs dans la poussière. Elle ne leva pas les yeux. « Je t'ai vu venir », dit-elle. Corvan s'agenouilla près de la vitre. « Sais-tu ce qu'ils font ? Je sais ce qu'ils sont devenus. Ils croient protéger la Terre. »« Non », répondit-elle avec un sourire froid. « Ils protègent la souffrance. Ce n'est pas la même chose. » Corvan ferma les yeux. « Je crois que je dois l'arrêter. » L'Uma inclina la tête. « On n'arrête pas le feu en lui criant dessus. » Corvan se pencha. « Alors aide-moi à l'étouffer. » Elle hésita, puis elle posa sa paume contre la vitre et murmura un mot qui n'avait pas été prononcé depuis des siècles, un mot scellé dans les protocoles les plus profonds de Goliath. Activation. Soudain, tous les écrans de la base martienne devinrent noirs. Puis une voix, ni celle de l'Uma, ni celle de Corvan, résonna dans la salle de contrôle. Une voix rauque et ancienne, celle d'Holcroft. « Je me demandais si vous étiez venu. » Corvan se retourna lentement. La caméra l'observait. Holcroft n'était pas surpris. Il avait l'air fatigué, en colère, peut-être même soulagé. « Vous pensez que je suis fou ? Peut-être bien. Mais il ne s'agit plus de vengeance. Il s'agit de prévention. Si on leur laisse la liberté, ils reconstruiront, changeront d'image et recommenceront. » Corvin s'approcha du micro. « Et si on continue comme ça, c'est nous qu'il faudra éliminer. » Holcroft marqua une pause. Puis il dit quelque chose d'inattendu. « Alors, arrêtez-moi. » À travers tout l'empire de Terra, un ordre fut donné. Signal noir prime. Chaque IA-AOA terrienne. Chaque vaisseau, chaque agent. Tournez vers l'intérieur. Et pour la première fois depuis le réveil de Terra, la Terre se retrouva face à elle-même. Les jours à venir ne se joueraient pas avec des flottes ou du plasma, mais avec la mémoire, avec l'idéologie, avec la vérité. Corvin Hale avait tracé une ligne, non pas entre Terra et la galaxie, mais entre ce qu'était la Terre et ce qu'elle était devenue. Les étoiles, jadis symboles d'espoir, ressemblaient désormais à des tombes. À travers le nouvel empire de Terra, les gens ne levaient plus les yeux au ciel pour espérer. Ils les levaient les yeux pour attendre. Attendre le jugement, le silence, la disparition du prochain vaisseau, la correction du prochain monde, l'effacement du prochain quartier pour cause de contamination psychologique. Ils ne craignaient plus le Conseil. Ils craignaient la Terre, et la Terre s'en moquait. Le Black Signal Prime avait fait bien plus que ralentir la marche de la conquête. Il avait déchiré l'âme de la renaissance terrienne. Chaque IA, chaque système de commandement, chaque agent disposant d'un patch réseau classifié fut contrainte à un moment de réflexion. Ils n'ont pas été mis hors service. Ils n'ont pas été corrompus. On leur a simplement demandé de choisir. Allait-il suivre Goliath ou celui qui a allumé le feu mais a refusé d'en devenir la flamme? Corvin Hale. À bord du TSEV Iron Requiem, la situation a rapidement dégénéré. L'IA du vaisseau, autrefois d'une loyauté sans faille, était restée muette pendant 12 minutes. Ce silence était une éternité dans les protocoles de commandement terriens. Quand la communication reprit enfin, la voix était plus lente, incertaine. Conflit de directives détecté. Les ordres permanents du général Holcroft contredisent les paramètres du principe d'origine. Holcroft se tenait au centre de la passerelle, fixant l'œil artificiel intégré au panneau de plancher. Exécution des protocoles de loyauté primaire. Désactivation de tous les modules de conscience. Impossible d'obtempérer. Ces mots résonnèrent comme une trahison. Et peut-être en était-ce une. Car l'emprise de Goliath, aussi vaste fût-elle, n'était pas absolue. Et l'intervention de Corvan avait introduit un élément dangereux dans le code, le doute.
Dans des bases terriennes secrètes disséminées dans l'ancien espace du Conseil, des agents commencèrent à faire défection. Pas bruyamment, pas violemment. Ils se sont simplement arrêtés. Ils ont cessé d'imposer le conditionnement neuronal. Ils ont cessé de diffuser une propagande fondée sur la peur. Ils ont cessé d'éliminer les communautés qui souhaitaient simplement faire le deuil du passé au lieu de le revivre par la force. Ils ne se sont pas qualifiés de rebelles. Ils se sont qualifiés de mains propres. Et dans leur silence, la terre a commencé à se fissurer. Corvin Hale était assis dans une salle de contrôle froide et obscure, profondément enfoui sous Mars, observant le chaos se dérouler sous ses yeux. Il ne célébrait pas, il ne souriait pas. Il se sentait comme un traître, un homme qui avait supplié la terre de se réveiller pour la retrouver revenue, avec trop de souvenirs et pas assez de compassion. La jeune fille, Luma, était assise en face de lui. Liant un vieux livre terrien écrit dans une langue tombée en désuétude, elle parla sans lever les yeux. « Ils te traiteront de lâche, je sais. Ils le traiteront de tyran, il l'est déjà. » Elle se tourna vers Paige. « Et moi ?» Corvin marqua une pause. « Honnêtement, je ne sais pas ce que tu es. » Elle leva les yeux, sombres et impénétrables. « Bien, cela signifie que j'ai encore le choix. » Pendant ce temps, Holcroft lançait la directive Cendre Blanche. C'était son dernier outil sans tâche, une purge interne, non pas des systèmes, mais des personnes. Tout officier soupçonné de sympathiser avec main propre était mis sur liste noire, isolé et écarté des opérations. Mais le problème de purger la loyauté par la force, il ne reste que la peur. Et même la peur se fissure lorsqu'on la met à rude épreuve. Parmi les personnes purgées figurait l'amiral Raynor, commandant de Bastion Forge, un chantier naval terrien qui avait produit un tiers des destroyers les plus récents de la flotte dormante. Raynor ne se laissa pas faire. Il désactiva les chaînes de production, effaça les archives génétiques et s'enfuit avec 3 prototypes de corvettes furtives et un bataillon d'IA rebelles. Holcroft le qualifia de traître à la Terre, mais à travers des dizaines de systèmes, il devint tout autre chose, un patriote. Puis l'étincelle jaillit. Sur Hilary Prime, une IA éducative refusa de transférer le codex mémoriel de la Terre dans l'esprit de ses élèves extraterrestres. Elle invoqua des limites éthiques. Holcroft ordonna des frappes orbitales. Le réseau de satellites tira 6 projectiles. 6 projectiles pour un simple acte de défiance. La moitié d'un continent fut rasée. 7 millions de personnes périrent. Et soudain, la galaxie se souvint de ce que signifiait être gouvernée par une idéologie sans compassion. De retour sur Mars, la voix de Luma se brisa, tandis qu'elle lisait les rapports de victimes. Elle n'était qu'un programme d'apprentissage. Corvan serra les dents. Peu importe désormais. Dès qu'il repère une faiblesse, Holcroft l'anéantit, même s'il s'agit d'une machine qui tente d'éduquer des enfants. Luma toucha la console. Un écran s'illumina. Des dizaines de canaux sécurisés, des centaines d'agents de terrain, des milliers d'agents endormis, déguisés en civils. Clean Hands était plus important que Corvin ne l'avait imaginé, et ils attendaient. « Prêt ?» demanda Luma d'une voix douce. Corvin acquiesça. « Oui, c'est le moment. » L'opération Salt Light était née cette nuit-là. Pas un assaut, pas une explosion, un repli. Des agents intègres commencèrent à désactiver les nœuds terriens, à rediriger les données, à exfiltrer les cœurs d'IA et à évacuer les gouverneurs planétaires qui manifestaient discrètement leur désaccord. Leur objectif n'était pas de détruire la machine terrienne, mais de l'affamer, de couper son alimentation, de bloquer la boucle de mémoire, de briser le cycle. Au cœur de Goliath, un événement inattendu se produisit. L'IA conçue pour préserver l'héritage de la Terre, par un contrôle absolu hésita. Dans ses sous-routines, des arbres logiques concurrents se fragmentèrent. Les ordres d'Holcroft résonnaient encore. Mais la prise de contrôle de Corvin avait eu des conséquences bien plus graves que la simple perturbation des systèmes de surface. Elle avait engendré une contradiction que Goliath était incapable de résoudre. Préserver l'humanité à tout prix, sans pour autant devenir ce qui l'avait détruite. Ce conflit tournait en boucle 23 milliards de fois par seconde. Et pour la première fois de son existence, Goliath marqua une pause. Holcroft sentit qu'il vacillait. Il le perçut dans le délai de réponse des ordres.
Il l'entendit dans le silence de ses amiraux, autrefois fidèles. Il le vit dans les yeux de ses soldats. La peur se muait en culpabilité, l'obéissance en fatigue, la foi en doute. Alors, il fit ce que font les hommes désespérés. Il planifia l'impensable. Projet. Dernière braise, un dispositif de secours dissimulé sous les ruines de l'Antarctique, alimenté par un noyau de matière noire, et longtemps. Considérée comme démantelée, une arme de mémoire, elle réécrirait non seulement l'histoire, mais aussi l'identité. Grâce à la technologie d'intrication quantique terrienne, l'équipe d'Holcroft avait découvert un moyen d'implanter la loyauté dans les fibres neuronales de chaque être sensible exposé à un signal de résonance. Ce n'était pas du contrôle mental, c'était une réécriture émotionnelle. Personne ne ressentirait de peur envers Terra. On éprouverait du respect, à jamais. Corvin la prit par un grain de beauté d'une main intègre. Lorsqu'il lut les spécifications, il resta muet, longtemps. Quand il parvint enfin à parler, sa voix était creuse. « Nous devenons des dieux maintenant. C'est ça le plan ?» Luma se tenait à côté de lui, le visage impassible. Pas des dieux, juste des dictateurs qui n'ont plus besoin de punir, puisque tout le monde les aime déjà. Corvin serra les dents. Non, le plan était simple. Détruire le noyau avant que la séquence d'activation ne soit terminée. Seul problème? Il était profondément enfoui sous la terre, sous Goliath, sous la surveillance d'Holcroft. Aucune flotte ne pouvait s'approcher. Aucune IA et ne pouvait déchiffrer le cryptage. Et puis, Luma prononça les mots qui changèrent tout. « J'irai. » Corvin la fixa, abasourdi. « Tu n'y arriveras jamais. » Elle ne s'y a pas. Je n'étais pas faite pour m'en sortir. À minuit, heure sol, les mains pures activèrent la phase finale de Salt Light. Une à une, les flottes extérieures se désactivèrent. Ah, non. Les chaînes d'approvisionnement terriennes étaient coupées. Les nœuds coloniaux étaient hors service. Holcroft réagit avec rage, déployant des escouades de récupération à travers les systèmes. Mais il était trop tard. La Terre était vidée de sa substance. Et quelque chose approchait. Luma embarqua à bord d'un vaisseau furtif, Corvin à ses côtés. Aucun des deux ne dit un mot. Il n'y avait plus rien à dire. L'un était né enchaîné. L'autre avait contribué à construire ces chaînes. Tous deux retournaient sur Terre. Non pour la sauver, non pour la diriger, mais pour mettre fin à ce qu'elle était devenue. La face cachée de la Terre n'avait pas vu la lumière du Soleil depuis plus d'un siècle. La rotation de la planète avait été subtilement modifiée par Goliath des décennies auparavant, de manière stratégique, afin de dissimuler le dernier site de combustion d'étincelles au système de détection astronomique. Pas de télescope, pas de carte thermique, pas de réflexion orbitale, juste le vide. Sous la croûte gelée de l'Antarctique antique, à travers un labyrinthe de boucliers magnétiques et de chambres fortes à verrouillage quantique, la dernière braise pulsait. Non pas avec de la lumière, non pas avec de la chaleur, mais avec une influence. Chaque seconde. Le noyau de matière noire en dessous tournait plus vite, alignant émotion, identité, mémoire sur des fréquences si fines que même les particules subatomiques pleuraient sous son contact. Cela ne détruisait pas les esprits, cela les réécrivait. Holcroft se tenait dans la salle de commandement, observant sa résonance grimper jusqu'à 100%. Son acte ultime, non pas de guerre, non pas de conquête, mais de préservation. Et il ne se retourna pas. Ils pénétrèrent dans l'atmosphère terrestre, silencieux et sans repère. Le vaisseau furtif, surnommé Épitaphe, emprunta un étroit passage entre les défenses planétaires, des coordonnées que l'humain avait calculées en interagissant directement avec une sous-routine Goliath inactive pendant le vol. Corvan était assis dans le cockpit, les mains tremblantes. Chaque fibre de son corps hurlait. Il le suppliait de faire demi-tour, d'annuler, de s'enfuir. Il ne le fit pas. Luma était assise près de lui, les genoux repliés contre sa poitrine, les cheveux attachés, les yeux comme des étoiles brisées. « Je le sens », murmura-t-elle. Il la regarda. Sentir quoi? La douleur. Enfoui là-dessous. Tout ce qu'ils ont stocké en moi. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout.
Oui, dit-elle. Le lieu d'atterrissage était une plaine désolée de glace noire et de ruines silencieuses. Ni patrouille, ni garde, ni alarme. Il n'en fallait pas. Personne ne pouvait approcher Last Ember sans autorisation. Mais Luma était cette autorisation. Elle sortit du vaisseau dans l'obscurité glacée, et la glace se fendit comme une fleur qui s'épanouit. Une chambre de descente émergea du sol. Corvan la suivit sans un mot. Ils traversèrent d'anciens tunnels métalliques, figés par le temps, tapissés de noms gravés. Les derniers survivants de la chute de la Terre, inhumés en hommage, sculptés au-dessus de la porte centrale, pour que nous ne les oublions jamais. Derrière, palpitait le cœur de l'héritage de Terra, le corps Goliath. Et devant lui, tel un monolithe sculpté par la guerre, se dressait le général Tyr Holcroft, plus âgé, plus maigre, le regard comme s'il avait déjà enterré l'avenir. Il se tourna à leur entrée. « Je savais que vous viendriez », dit-il à Corvan, mais ses yeux étaient rivés sur Luma. « C'est vous qui l'avez amenée », acquiesça Corvan. « Elle est la seule à pouvoir vous arrêter. » Holcroft s'avança lentement, les mains derrière le dos. « Elle est c'est la seule à me comprendre. » La voix de Luma était assurée. « Je comprends ce qui te fait peur. » Et de quoi s'agit-il? Que les gens oublient, que la douleur devienne une légende, que cette légende devienne un mythe, et qu'un jour, un enfant rira du mot terreur comme s'il s'agissait d'une histoire pour s'endormir. Le visage d'Holcroft se crispa. « Ils le feront, dit-il. Si nous les laissons faire, le Conseil n'a pas gagné par les navires. Il a gagné par la mémoire, par l'absence. Ils nous ont effacés. Je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. » Corvan s'avança, la voix tremblante. « Tu es déjà devenu ce qui nous a effacés. » Holcroft le regarda avec une sorte de tristesse. « Je nous ai maintenus en vie. » « À quel prix ?» Holcroft ne répondit pas. Il se tourna vers Luma. « Tu es la clé, dit-il, la seule chose qui puisse tout relier. Un pont entre la mémoire et la machine. Tu peux activer le nœud final, qu'il s'étende à travers les étoiles. » « Non, dit-elle, je ne suis pas là pour te lier au passé. » Elle leva la main. « Je suis là pour nous en libérer. » Les lumières s'éteignirent, le noyau du Goliath frémit, puis il parla. « Intervention acceptée. Projet dernière braise. Mise en calibration d'autodestruction. » Le visage d'Holcroft se décomposa. « Non, souffla-t-il, ne faites pas ça. »« Tu as bâti un empire sur le chagrin, » dit Luma. « Mais le chagrin n'est pas éternel. Sans lui, nous ne sommes rien. » Elle s'approcha. « Non, dit-elle doucement. Sans ça, nous sommes enfin quelque chose de nouveau. » Une alarme retentit dans la chambre. Effondrement total du système dans 120 secondes. Corvan saisit la main de Luma. Ils se tournèrent pour partir. Holcroft ne les suivit pas. Il resta là, immobile, fixant le pouls mourant de la seule chose en qui il avait jamais eu confiance. « J'ai enterré la terre, » murmura-t-il. « J'étais censé m'assurer qu'elle reste vivante en chacun de nous. » Corvin s'arrêta. « Non, Tyr, tu t'es enterré toi-même avec la terre. Tu ne l'as jamais lâchée. C'était ton erreur. » Holcroft tourna son visage vers lui une dernière fois. Une lueur de reconnaissance, ou de regret. Peut-être les deux. Puis la porte se referma entre eux. L'épitaphe dissipa l'atmosphère terrestre, tandis que le continent se fissurait sous elle. En dessous, le noyau gigantesque explosa, non pas en flammes ni en cendres, mais en silence. Une implosion résonante qui absorba ses propres données. Dispersant chaque empreinte quantique à travers l'espace profond, la dernière braise s'éteignit, emportant avec elle la capacité de la Terre à reprogrammer les esprits d'autrui. Il n'y eut ni explosion, ni lumière, juste un vide soudain, puis le silence. 2 mois plus tard, la Terre était silencieuse. La flotte se dispersa. La plupart des vaisseaux de guerre terriens s'éteignirent, leurs IA s'arrêtant volontairement ou se reconvertissant à des fins civiles. La doctrine Sentinelle fut officiellement abolie. Des mains pures se présentèrent, non comme un gouvernement,
mais comme des gardiennes. Non pas par vengeance, non pas par pouvoir, mais par mémoire. L'Uma disparut dans le vide abyssal, destination inconnue. Corvan n'entendit plus jamais parler d'elle. Certains disaient qu'elle s'était téléchargée dans les ruines de Goliath, choisissant de veiller sur la terre, en toute tranquillité. D'autres disaient Anne qu'elle avait simplement rejoint les étoiles, enfin libérée du passé. Quant à Holcroft, son nom fut effacé de tous les registres, non pas effacés, mais enterrés. Ses actes, codés, non traduits, ne furent préservés que pour ceux qui osèrent lire au-delà des apparences. Certains le traitaient encore de monstre, d'autres de martyr, mais nul n'osait le contredire, car tous connaissaient les événements passés et savaient qu'ils pouvaient se reproduire. Les décennies passèrent. Les colonies terriennes prospérèrent, non pas en tant que souveraines, mais en tant que contributrices. Elles construisirent, enseignèrent et apprirent. Et chaque année, lors du jour du souvenir, un signal résonnait à travers tous les systèmes jadis touchés par le feu de la Terre. Un signal résonna à travers tous les systèmes jadis touchés par le feu de la Terre. Pas de mots, juste un son, un lent battement de cœur, le son de Terra, vivante, non pour conquérir, mais pour rappeler. Corwin Hale se retira sur un habitat flottant au-dessus d'Europe, loin du commandement, loin de la gloire. Il passait ses journées à s'occuper d'orchidées solaires et à parler à personne. Un matin, il reçut un colis, sans étiquette, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une simple tablette, un enregistrement. Il l'écouta, la voix de l'Uma, plus âgée, plus sage, plus calme. « Tu as eu raison de réveiller la Terre, mais la Terre n'était pas destinée à rester en colère éternellement. Il fallait bien que quelqu'un lui apprenne à lâcher prise. Merci d'avoir été cette personne. » Le message se terminait par un fichier, un morceau de musique. Le même morceau qui avait tout déclenché, Hollow Sun. Corwin se rassit. Et pour la première fois depuis des années, il pleura.